Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours comme invité Agnès Verdier-Molinier, Jean-Marc Daniel, Laurent Wronski pour parler de la grande transmission. C'est 370 000 entreprises TPE, PME. On va donner les chiffres d'ailleurs. 310 000 TPE, 58 000 PME et 1200 ETI doivent être transmis d'ici 2030. C'est une étude BPI France qui nous le dit aujourd'hui et qui tire un peu la sonnette d'alarme, Laurent Wronski, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour différentes raisons. Qu'est-ce que, alors, vous-même, vous êtes peut-être concerné par des sujets de transmission un jour ou l'autre. Est-ce que vous avez appréhendé cette transmission ? C'est une des premières questions que pose cette étude. 28% des chefs d'entreprise n'ont rien préparé. Vous savez, dans la vie, il y a que deux choses de certaines, hein. C'est la mort et les impôts. Donc oui, on n'est pas éternel. Donc moi, j'ai pas l'intention de prendre ma retraite à 60 ans. Dans un jour, j'en ai 62. Donc c'est assez réglé. Mais je veux dire que je pense, très modestement, être assez représentatif du tissu industriel que je connais bien. Absolument. Où la moyenne d'âge des dirigeants, elle est quand même plus proche des 70 que des 25. Hein. Donc là, là aussi, c'est pareil. En dehors de tout dogmatisme politique et de toute doxa, il y a un vrai sujet sur qu'est-ce qui va se passer. Parce que malheureusement, je connais beaucoup d'entreprises qui ferment et qui sont en bonne santé. Mais simplement, il n'y a pas de repreneurs. Alors, ce n'est pas simplement des questions fiscales, c'est aussi des questions d'attractivité. Oui. C'est aussi des questions de pyramide des âges. C'est-à-dire que souvent dans les débats économiques, il y a un élément qui est quand même fondamental et qui est toujours absent, c'est la pyramide des âges. Hein. Je veux dire, on peut faire toutes les grandes théories, mais enfin globalement... Si un dirigeant sur 4 a plus de 60 ans aujourd'hui. Voilà, si on ignore la pyramide des âges, je pense qu'on passe à côté quand même de l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Oui. Et pour la France, c'est vraiment... Alors il n'y a pas que pour la France, mais en tout cas pour la France, c'est un enjeu fondamental, surtout pour les questions de souveraineté industrielle, et notamment de souveraineté au niveau de la défense. C'est-à-dire que Hervor est une entreprise qui fait partie de la BITD, c'est-à-dire c'est le terme savant pour les entreprises qui sont jugées stratégiques. Base industrielle et technologique de défense. Voilà, dans le cas d'un effort de guerre. Depuis quelque temps, eh bien, je dirais, on entend comme le bruit des sabres qui se rapprochent. Et par rapport à ça, quand on entend le bruit des sabres, il faut savoir les fabriquer. Bon, et ça, je suis désolé, mais n'en déplaise à certains, on ne peut pas les fabriquer forcément à Mumbai. Il faut aussi savoir les fabriquer à Argenteuil. Parce que le jour où celui qui est à Mumbai utilise, si vous voulez, sa capacité géopolitique en fermant le robinet pour arriver à ses fins, on a un petit problème. Donc, ce problème aujourd'hui, on arrive finalement au bout de l'histoire, parce que cette situation a été largement documentée, décrite, alertée, très modestement par des gens comme moi. Est-ce que les choses ont bougé ? Non. Il faut savoir que, si vous voulez, on sort quand même de 30 ans d'oubli industriel. Hein. Donc là, maintenant, tout d'un coup, avec le Covid, il y a une prise de conscience que finalement, ces sujets que les industriels eux-mêmes portaient étaient des sujets qui concernaient tout le monde. Donc là, la question, et c'est pour ça que si on reboucle encore une fois avec la première question que vous nous avez posée sur les impôts, etc., quand j'entends les débats à l'Assemblée sur le pacte Dutreil, qui d'abord a été un outil de transmission pour éviter que les entreprises soient rachetées par des entreprises étrangères, qui ne sont pas toutes bienveillantes, malheureusement, que les savoir-faire disparaissent, et qu'on explique que le Dutreil, c'est fait globalement pour abriter des yachts. Alors, je pense que là, si vous voulez, on est dans le cadre du totem politique et on est à des années-lumière de la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple la Direction Générale de l'Armement, elle a compris que c'était un vrai enjeu, hein, et donc elle s'active depuis maintenant quelques années pour préserver ce savoir-faire. Et la bonne nouvelle, c'est que la France, même si en nombre, elle a comme dépéri, beaucoup de ces savoir-faire existent encore. Mais ça existe sur des micro-boîtes, c'est-à-dire des sociétés qui font moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'industrie de l'armement, c'est vraiment des petites PME. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de secteurs où vous êtes le dernier de Hervor et le dernier fabricant français de compresseurs d'air. On utilise des compresseurs d'air dans énormément de secteurs. On est la dernière entreprise française. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est important que nous conservions ce savoir ? Alors la réponse est oui. Je ne pense pas qu'il faut que l'État nationalise Hervor, je suis contre bien évidemment, mais j'espère pouvoir transmettre cette entreprise qui a un vrai savoir-faire, qui fête ses 80 ans aujourd'hui, à des repreneurs qui pourront... Comme la Sécu. Qui pourront le faire fructifier. Mais ça va se passer dans les 5 ans. Hein.
Je sens que Mumbai veut répondre. Oui, Jean-Marc Daniel. Ce que je trouve intéressant, parce que Mumbai, c'est directement une mise en cause de mes propos. Oh non, je pensais à ça comme ça. Oui, comme ça, comme par hasard. Ce qui prouve que les grands esprits se rencontrent. Toujours, cher Jean-Marc. Surtout autour de cette table, de manière générale. Ce que je trouve intéressant dans ce que vient de dire Laurent, c'est qu'effectivement, on trouve personne pour fabriquer le sabre, mais on trouvera personne aussi pour tenir le sabre. Ça sert à rien de fabriquer des sabres en France, il n'y a personne pour le tenir. Et donc, le véritable enjeu, il l'a dit, l'enjeu est démographique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une chute du nombre de naissances qui est spectaculaire en Europe, qui commence à prendre des proportions encore plus inattendues en France que ce qui avait été initialement. L'INSEE l'a répété hier, effectivement, une baisse de 2,3%. La vitesse à laquelle notre démographie se détériore est beaucoup plus rapide et beaucoup plus élevée que ce que nous avions anticipé il y a encore 2-3 ans. Et donc, tous les discours, quand Laurent dit le diagnostic est là, mais c'est faux, le diagnostic n'est pas là. On continue à nous sortir des rapports, Draghi et tout ça, en disant il faut investir en Europe, il faut utiliser au mieux nos capacités. On les a plus, ces capacités. Ce qu'il faut investir, ce qu'il faut préparer, c'est la silver economy. Il faut s'adapter au fait qu'il va falloir prendre en compte tous ces gens dont l'espérance de vie augmente, ou alors, effectivement, on peut les tuer. Je veux dire, c'est ce que disait un Premier ministre japonais. Il disait la force de la croissance économique, ça nous a permis d'échapper à la balade de Narayama. Là, c'est un délire. La balade de Narayama. Non, mais justement, la balade de Narayama, c'était que. Expliquez-nous, Jean-Marc. Connu de tous. Oui, c'est un film qui a été primé à Cannes où on raconte comment, avant l'ère Meiji, avant la croissance économique, effectivement, au Japon, on organisait une balade pour tuer les vieux. Oui. Alors, on n'en est pas là, mais voilà, c'est ça, on va peut-être pas non plus. On n'en est pas là, et c'est pas. C'est très réjouissant. Mais ce qu'il faut, c'est préparer, effectivement, de ne jamais en arriver là. Et pour préparer ça, le Japon l'a fait, la Corée est en train de le faire. La Corée, elle a porté à 52 heures la durée hebdomadaire du travail, et puis elle est en train de mettre en place, effectivement, des systèmes d'acquisition d'entreprises à Mumbai pour avoir effectivement les revenus de la jeunesse là où elle est. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, le BPI a raison, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit transmettre, est-ce qu'il y a des choses à transmettre. Et là, visiblement, il y a 370 000, il y a 3 fois plus d'entreprises à transmettre dans les 5 prochaines années que ce qu'on connaît aujourd'hui. Entreprises, qui va les racheter? C'est-à-dire, il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont être rachetés, récupérés par des Français, et puis il ne faut pas se faire d'illusions. S'il n'y a personne pour les récupérer, elles vont être récupérées par des gens, par des étrangers. Des étrangers et des jeunes. Donc le véritable enjeu, c'est d'avoir une réflexion sur notre chute démographique, notre rapport à la jeunesse et notre capacité à lier des liens politiques apaisés avec les endroits où sont les jeunes. Le véritable enjeu maintenant, ça devient un enjeu de pourquoi est-ce que les gens qui sont à Mumbai accepteraient de travailler pour nous et avec nous. Et c'est ça la question. L'un n'est pas forcément antinomique avec le fait de vouloir préserver une base nationale et souveraine, industrielle, française. Mais est-ce qu'on a le bon cadre, Agnès Verdier-Molinier, pour faciliter ces transmissions? Et est-ce que le sujet, c'est le cadre, c'est les financements ou le cadre administratif, ou, encore une fois, 28% des chefs d'entreprise qui n'ont pas anticipé cette transmission aussi? Et encore une fois, c'est à qui? Mais ils sont où et à qui? Ces derniers jours, on a eu un nouveau sujet qui est sorti dans le débat public, c'est l'héritage. Oui. Voilà. Alors, on a eu la journée de l'héritage, là, c'était hier ou avant-hier sur France Info. Alors, on parlait de l'héritage toute la journée, et il y avait l'idée qu'il y avait 9 000 milliards de patrimoine. C'est partie de la grande transmission, effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises dedans, ça s'appelle la grande transmission. Alors, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui dit, voilà, il y a 9 000 milliards qui vont être transmis dans les 15 ans qui viennent. Et alors, la conclusion, devinez, Raphaël, la conclusion de cette étude. C'est que ça va des retraités aux retraités. Il faudrait faire un impôt. Ah oui, aussi. Un grand impôt sur cette grande succession qui nous arrive. Ça suscite des appétits. Et alors, il propose un barème. Alors nous, on est déjà à 45% au maximum en ligne directe sur l'imposition sur les successions. On est plus cher que tout le monde, parce que les Allemands, les Italiens, etc. Enfin bon, en gros, on est entre 0 et 30% sur le max. Et les Suédois, je l'ai rappelé tout à l'heure, sont à 0%. Les Autrichiens aussi. Enfin bref, quand on fait le tour d'Europe, on voit qu'on est au maximum de la taxation. Et maintenant, il faudrait passer de 45 à 50%. Voilà la grande idée. Et donc, ce sujet de la transmission, il va monter, comme est montée la taxe Zuckman, parce que ça relève de la même idée fondamentale, c'est qu'il y a des sous, il faut aller les chercher là où ils sont. D'ailleurs, c'est un peu ce que Sandrine Rousseau avait dit. D'ailleurs, elle a proposé aussi une taxation au premier euro. Donc, le sujet maintenant, c'est que
on se pose la question de comment on peut garder nos entreprises chez nous parce qu'elles vont être transmises. Et c'est exactement l'inverse de ce qui est proposé qu'il faut faire. D'ailleurs, le Dutreil a été très attaqué pendant la discussion parlementaire sur le budget. Pourquoi très attaqué? Parce que soi-disant, il y a des abus, etc. La Cour des comptes a sorti un rapport pour critiquer le Dutreil, un rapport qui dit que ça coûte plus de 5 milliards d'euros. Critiquer pour chiffrer d'abord ce qu'on n'avait pas. On pensait que ça coûtait 500 millions, ça coûte 5 milliards et demi. Okay. Et dire qu'il y a peut-être des amendements à faire, des réformes. Mais la Cour des comptes n'a pas... Mais pas sur le fond. Il n'a jamais été question de tuer le Dutreil. La Cour des comptes n'a pas fait d'annexe dans son rapport pour dire si on était taxé au même taux que les Suédois ou les Autrichiens sur la transmission d'entreprise ou que les Italiens ou que les Irlandais, finalement, ça coûterait zéro, en fait, le Dutreil, voire quelques petites centaines de milliers d'euros, et ce ne serait pas du tout un sujet. Donc, pourquoi est-ce que ça coûte, entre guillemets? Parce qu'on taxe beaucoup trop. Et qu'en fait, ce coût, il est virtuel. Et en fait, est-ce qu'on a une évaluation dynamique de ce que ça rapporte au pays? Alors, ils disent, ça stabilise l'actionnariat, il y a moins de faillites. Alors déjà, quand même, c'est pas si mal d'avoir moins de faillites. Mais ils nous font pas une vraie étude sur l'emploi qui permet... Et sur la création de valeur quand on transmet sur 1, 2, 3 générations. Et donc, la proposition qu'il faudrait faire, c'est taxer à zéro les transmissions de toutes ces entreprises. Parce que là, cette étude, c'est 370 000 entreprises, mais il y a une autre étude de BPI France qui dit que dans les prochaines années, la moitié des entreprises familiales dans les 10 prochaines années vont être transmises. La moitié. Et en fait, il y a un quart des dirigeants ont plus de 60 ans. Et la plupart, ils n'ont pas encore fait de plan de transmission. Oui, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de préparation aussi des chefs d'entreprise qui ne planifient pas ou qui ont du mal à planifier la succession et la transmission? Parce qu'on est dans la complexité, parce que si on était à une taxation de 0% sur les donations et les successions quand on transmet une entreprise, ça ferait longtemps qu'on aurait des plans qui seraient beaucoup plus préparés en amont. Là, ce qu'on oublie de dire, c'est que malgré le Dutreil, le coût de transmission de l'entreprise en France, il est toujours autour de 10%. C'est très cher. D'ailleurs, les holdings qui ont été attaqués pendant le débat parlementaire aussi, elles servent aussi beaucoup à avoir de la trésorerie pour pouvoir payer ce qui reste de droits de succession à payer. Parce que quand vous avez un abattement de 75%, il faut quand même payer sur les 25% qui restent. Et vous transmettez des boîtes et avec des valeurs qui sont importantes. Et donc, vous avez des niveaux importants de fiscalité quand même à payer. Donc, moi, j'aimerais qu'on mette sur la table cette idée que si on veut transmettre les boîtes, si on veut les garder en France, c'est à zéro qu'il faut taxer ces successions et ces transmissions. Laurent? Alors, je vais revenir sur la vision assez catastrophiste de Jean-Marc. Oui, de toute façon, c'est foutu, on ne fait plus d'enfants, il faut aller là où il y en a. Bon. Alors, on n'a pas dit. C'est factuel, ça. Hein, on n'a pas dit qu'en France. Il faut tuer nos vieux. On n'a pas dit qu'en France. Pour boucler le tout. C'est ce qui nous menace. Si j'ai bien compris, on n'a pas dit que les femmes en France ne faisaient plus d'enfants. On a dit qu'elles en faisaient moins. C'est quand même pas la même chose. 6 par femme. Donc ça veut dire que oui, effectivement, en termes de renouvellement, ça ne sera pas exactement pareil. Enfin, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, quoi. Bon. La question, je répète quand même que l'industrie. Dans son ensemble, c'est quand même en France moins de 10%. Donc on n'est pas en train de parler d'un empire industriel. On n'est pas en Chine. Malheureusement. Bon, malheureusement. Donc ça veut dire quoi? Je veux dire, on vient d'en parler. Je veux dire, Agnès, on a largement parlé. Il y a des questions fiscales, il y a des questions, il y a plein de choses. Mais il y a aussi, surtout, des questions d'attractivité. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, vous allez avoir des destructions massives d'emplois dans des tas de métiers intermédiaires dus à l'IA, je veux dire, quelque part, pour les entreprises industrielles, c'est sans doute une opportunité extraordinaire d'être plus attractives, de se réinventer, d'attirer des tas de compétences. Donc, plutôt que de se dire, on va tous partir à Mumbai, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment on se réinvente pour garder ces compétences, pour trouver des gens à qui transmettre les entreprises qui vont faire autre chose que les dépecer et puis exporter le savoir-faire dans des pays, par exemple, comme la Chine. C'est ça la question. Moi, je suis très serein et très optimiste. Par contre, quand on parle de préparation, vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'à la tête de toutes ces PME, vous avez des gens, c'est le 3e enfant de la famille, l'entreprise. Oui. Ben oui. Maintenant, et ça, c'est un jugement qui m'est tout à fait personnel, moi, je considère, parce que l'un des drames de ce pays, vous voyez, on parle de vieux, qui est un terme terrible.
Je veux dire, avant on parlait d'ancien. L'ancien, c'est celui qui savait. Le vieux, c'est l'inutile. C'est le type qu'on emmène dans le marais et qu'on va noyer pour éviter que ça soit une bouche inutile. C'est terrible. C'est ce qu'on vit dans le monde professionnel. Mais des gens comme nous, autour de cette table, qui avons toute cette expérience, je veux dire, justement, il faut la mettre à profit pour que notre pays évite de sombrer dans l'abîme. Moi, à 62 ans, je considère que je suis pas du tout prêt à partir à la retraite. Et j'ai pas de sujet. Ça concerne que moi. Donc, la préparation, c'est pas simplement « Ah bah tiens, j'y avais pas pensé ». Évidemment que tout le monde y pense. Et c'est pas simplement « Oh là là, je vais payer beaucoup de droits ». Évidemment que tout le monde y pense. Mais c'est tout ce que j'ai évoqué. Et je pense vraiment qu'on peut conserver des savoir-faire industriels en France de manière intelligente. Bon, si c'est pour faire des t-shirts, ça, à mon avis, c'est pas très intéressant. Mais tout ce qui concerne notamment les questions de défense, les questions extrêmement pointues, la fabrication de drones ou de compresseurs comme nous le faisons, je pense qu'on a un vrai avenir. Simplement, il faut capter les talents. Bon. Et il faut éviter qu'ils partent ailleurs, surtout. Oui, par rapport à ce que vient de dire Laurent, effectivement, je ne suis pas en désaccord avec l'idée qu'il faut capter les talents, les garder. Et je rappelle quand même que maintenant, c'est pratiquement... C'est de plus en plus difficile. Quand même. Oui, la moitié d'une promotion des grandes écoles d'ingénieurs qui part. Et oui, ça c'est un drame. Ça aussi. Ça s'en va. Il y a le faible du déclassement français. Oui, absolument. Et ça, c'est pas uniquement une question de fiscalité. C'est parce que les entreprises, indépendamment de la fiscalité, ne paie pas les gens assez. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de discours. Quand vous regardez les offres d'emploi qui sont distribuées à l'école polytechnique ou à Centrale par des entreprises américaines, des gens qui n'ont encore aucune formation, qui sont simplement des étudiants, qui sont à 500 000 $ le salaire d'embauche du premier emploi, sur la base, effectivement, des études qu'ils ont faites, des spécialités qu'ils ont adoptées au sein de ces écoles. Oui, avec tous les coûts de la scolarité et de la santé qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en France. Oui, mais enfin, quand même, il y a quand même, derrière tout ça, il y a un mot. Et ce qui me frappe, c'est parce qu'on parle de l'industrie, mais on a le même problème dans l'agriculture. Le BPI ne s'occupe pas immédiatement de l'agriculture, mais vous écoutez le discours des organisations agricoles, la plupart des exploitants agricoles sont des personnes âgées, des vieux, des anciens. Et leur problème, c'est de trouver des gens à qui à transmettre leur exploitation agricole. Bon. Donc, je pense que ce qui me frappe, pour revenir sur l'étude de la Fondation Jean Jaurès, effectivement, on est un peu comme dans vous savez, dans la chanson des Beatles, Mr. Taxman. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Bien sûr. Les Beatles, Mr. Taxman étant Harold Wilson. Et donc, dans le couplet, à chaque fois qu'il y a un problème, pof, Mr. Taxman arrive et il ne sait faire qu'une chose, c'est inventer un impôt. Bon. Et donc ça, c'est la Fondation Jean Jaurès, c'est Harold Wilson, c'est cette tradition intellectuelle. Maintenant, les gens qui ne sont pas sadofiscalistes, qui ne sont pas Mr. Taxman, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'ils se perdent dans des querelles byzantines, c'est-à-dire se battre sur le sexe des anges, alors que les Turcs sont aux portes. Je pense que les Turcs qui sont à nos portes, c'est notre effondrement démographique et notre effondrement climatique. Et je pense que c'est ça les enjeux que la population, ça devrait être ça les enjeux des campagnes électorales, de la prochaine campagne électorale. Je crains tel que c'est parti, que ce soit de nouveau... oui, je ne suis pas sûr que ce soit sur le haut de la pile des sujets. Voilà, que ce soit de nouveau l'âge de départ à la retraite alors que ça devrait être acquis, que ce soit de nouveau... Là, on est en train de poser aujourd'hui dans cette loi de finances et dans ce budget les sujets qu'on aura en 2027. Il va falloir trouver des candidats qui acceptent de défendre l'allongement de la durée du travail. Ça ne va pas être simple. Chose sur la question un mot rapidement, je voudrais qu'on parle d'Arcelor après. De la démographie, de la natalité. On a baissé le quotient familial. Sous François Hollande. On a quand même renié l'incitation fiscale à avoir des enfants en France. On nous dit beaucoup quand même que avoir des enfants, ça pollue, c'est mauvais pour l'environnement, etc. C'est quand même un petit peu ce qu'on nous dit toute la journée. Et finalement, une des premières causes pour la jeunesse, pour ne pas avoir d'enfants, c'est justement la crise environnementale. Donc, à un moment, il faut aussi peut-être rassurer sur le fait qu'on va trouver des solutions, des innovations technologiques et qu'on arrivera à être plus nombreux et à moins polluer. C'est peut-être d'abord et avant tout un sujet de pouvoir d'achat et de logement. Mais il y a aussi pouvoir d'achat et logement, mais c'est pas... Enfin voilà, tous ces critères-là rentrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, le logement, si on a aussi un problème de logement, c'est qu'on a surtaxé aussi tout ce qui est immobilier avec 30 milliards de plus de fiscalité sur tout ce qui est immobilier en France par rapport à la moyenne des autres pays. Donc, on désincite les bailleurs privés, on leur prend une grosse partie de leurs revenus en taxes diverses.
Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que la caisse famille, on lui prend finalement ses recettes pour aller financer les retraites. Voilà. Donc, en fait, on prend ce qui devrait être consacré à la jeunesse et on le donne aux retraités. Sujet majeur des politiques publiques en France. Non, mais c'est quand même un problème. On a calculé, nous, à la Fondation IFRAP, que si on ne faisait pas ce prélèvement sur la caisse familiale au profit de la caisse de retraite, eh bien, on pouvait créer 2 fois plus de crèches, on aurait 2 fois plus de places en crèche en France. C'est un sujet, parce qu'on dit aussi aux femmes... Bien sûr, l'accueil de l'enfant, c'est majeur. On dit aux femmes travailler, mais en même temps, les femmes qui travaillent ne sont pas forcément prioritaires pour avoir une place en crèche. Pourquoi ? Parce qu'on fait aussi de la politique sociale avec la politique de garde d'enfants. Et à la fin, on ne sait plus vraiment où on habite et pourquoi. Et à la fin, on a un taux de natalité qui baisse beaucoup plus rapidement, comme l'a rappelé Jean-Marc, que prévu. Si on veut inciter la jeunesse à avoir des enfants, et moi, je suis aussi très préoccupée, comme Jean-Marc, par ce sujet, eh bien, c'est la politique fiscale, mais c'est aussi à un moment qu'on soit en cohérence avec le message qu'on donne à la population, c'est-à-dire avoir des femmes indépendantes qui travaillent, ça demande aussi d'avoir des modes de garde qui soient sécurisés et qui soient à un moment... abordables et disponibles. Mais tout ça est disponible, surtout disponible. Mais oui. Dernier sujet, il nous reste 5 minutes. Vous m'autorisez une petite... ça va être assez court, mais je pense que le sujet que soulève Jean-Marc concernant les étudiants qui partent à l'étranger est sans doute pour moi le sujet numéro 1. Moi, il y a 40 ans, quand j'habitais aux États-Unis, j'étais étudiant, les laboratoires de recherche, il n'y avait pas un Américain. C'était vraiment les Nations Unies. Bon, 40 ans après, c'est pareil. Et on pense en France, on a cette vision que par exemple des gens qui vont faire de la recherche, quelque part ils ont une mission divine et qui vont être acceptés d'avoir un salaire de misère et qui vont faire au nom, si vous voulez, du bien commun. Mais quelle naïveté. Et quand, vous voyez, par exemple, c'est ce que dit, quand Agnès parle de on va trouver des solutions, mais qui va trouver des solutions ? Je veux dire, aujourd'hui, on a des enjeux technologiques qui sont colossaux. Et donc, le fait d'avoir nos talents qui partent ailleurs, on est en train de se créer la dépendance de demain. Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, mais primordial. Et effectivement, les Américains, ils ont tout compris. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Je rappelle, les Américains sont arrivés sur le tarmac, ils ont sorti la valise de billets, ils ont récupéré le gel. Oui. C'est ce qui se passe dans les universités et dans les entreprises. Après, la grande question, parce que c'est quand même très bien de partir avoir une expérience à l'étranger, c'est est-ce qu'ils reviennent ? Et donc, il faut être attractif. Et pour ça, il faut être attractif. Mais effectivement, créer la richesse. Au talent. Mais quand on voit l'augmentation des charges en fonction de l'augmentation des salaires, elle est inverse par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. C'est-à-dire que les Allemands, il y a un forfait social. Ils ont mis des plafonds dans les niveaux de charges. Donc, et nous, on a 24 milliards de charges supplémentaires au-delà de 3 SMIC par rapport aux Allemands. Il y a peut-être un sujet aussi en la matière. C'est-à-dire, est-ce qu'on incite les boîtes à garder des salaires élevés dans l'industrie notamment, dans notre pays ? Je crois qu'on les désincite. Et ça, c'est un sujet quand même, je pense que Jean-Marc en a tout à fait conscience. C'est-à-dire que le niveau de charge, en fait, tous les allègements de charges qui existent au niveau des bas salaires, ils sont payés au niveau des salaires au-delà de 3 ou 3,5. Je suis d'accord, ça doit être l'inverse. Oui, mais c'est grave d'avoir fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une smicardisation de la France. En créant en priorité, et grâce à d'ailleurs de brillants économistes qui ont proposé ça, pas Jean-Marc évidemment, à des gouvernements en leur disant vous allez voir, vous allez alléger sur les bas salaires, c'est ça qui va permettre de créer plus rapidement et massivement des emplois. Sauf que dans un pays où on a un modèle social de luxe, où on devrait avoir de l'industrie, des entreprises à forte valeur ajoutée, etc., eh ben on a paupérisé l'emploi français. Et ça, il y a une grosse responsabilité de la gauche et de la droite en la matière, parce qu'ils ont tous foncé dans cette logique-là. Et quand vous en parlez aujourd'hui aux gouvernants actuels et que vous leur dites « ouais, il y a un petit problème de surcharge sur les hauts salaires », ils disent « ah oui, on le sait, oui, c'est très grave. Alors vous allez faire quelque chose ?»« Ah bah non, politiquement, on ne peut pas. » Sur la sidérurgie, je n'aurai qu'un mot sur la nationalisation. Oui, il faudra un mot parce qu'il nous reste 30 secondes, Jean-Marc. Assez. Assez. J'ai votre réponse. Nationalisation défensive, est-ce que c'est une bonne idée ?
Non, en un mot, Laurent Vronsky, parce que pour Arcelor, ou Alstom, pardon, on l'a fait, ça a rapporté 300 millions, et puis après, ça peut repartir dans le privé. Oui, je pense que si vous voulez, c'est pas aussi facile que ça. Vous avez par exemple, au moment du Covid, l'État a récupéré les entreprises. On a socialisé quasiment toute l'économie. S'il n'avait pas fait, les boîtes auraient disparu. Voilà. Demandez à General Motors ce qu'ils en pensent. Bon, par contre, ce dont je suis sûr et certain, c'est que l'État est sans doute le plus mauvais gestionnaire du monde. Et donc, il n'a pas à faire des choses le rendre au qu'il ne public. sait pas faire. Bon, allez, il nous reste 10 secondes, je suis désolé. On n'aura pas le temps d'aborder ce sujet plus longuement. Merci à tous d'avoir suivi l'émission.